Les amis, salut à tous, c'est Nassim. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on s'est tous déjà posée. Quelles chaussures acheter et pour quel type d'effort? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit sur les réseaux ou à la salle, on voit de tout. Entre ceux qui font des squats avec des chaussures de course et ceux qui s'entraînent pieds nus, faut dire qu'il y a de quoi se sentir un peu perdu. Le débat au final n'est pas vraiment lié au choix de la chaussure, mais plutôt à son impact sur la voûte plantaire. C'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. Si je vous dis écrasement de la voûte plantaire, ça vous parle sûrement. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. La voûte plantaire, c'est quoi au juste? C'est un ensemble d'articulations, de muscles et de ligaments. Elle relie les orteils au talon et en fonction des personnes, elle est plus ou moins arquée. On entend souvent « ouais mais si tu fais de la musculation lourde avec des chaussures plates, tu vas affaisser ta voûte plantaire ». Alors c'est en partie vrai, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, l'affaissement de la voûte plantaire ne déclenche aucun problème particulier ni pathologie. Mais si vous sentez que la morphologie de vos pieds est en train de changer et que vous êtes suspicieux d'un problème, alors vous pouvez toujours prendre rendez-vous chez un médecin du sport ou avec un podologue. Le pied, c'est un sacré bordel parce qu'il est composé de 28 os, 16 articulations et 107 ligaments. Ouais, moi aussi j'étais choqué quand j'ai appris ça. Donc au cas où vous ne le saviez pas encore, les pieds sont importants et ont un impact direct sur la posture et donc les performances. Et si vous ne portez pas les bonnes chaussures, non seulement vous n'êtes pas aussi performant, mais vous aurez potentiellement des risques de blessures au genou et ou au dos. Mais du coup, porter les bonnes chaussures, ça passe déjà par des chaussures qui vont être adaptées à nos pieds. On a demandé à Anthony Carrera, podologue et tête de l'association AirPod, spécialisée en chaussures de sport, de nous éclairer un peu. Je pense que déjà, le point le plus important, plutôt que de savoir si je dois mettre des chaussures plates ou des chaussures épaisses, c'est déjà d'avoir des chaussures à sa taille. Ça paraît bête, mais on pense pas toujours que un 42 d'une marque, c'est pas forcément le 42 d'une autre marque. Et toi, je vais te montrer des modèles de semelles de chaussures. Donc, tu as celle-ci, tu as celle-là, je sais pas si on les voit bien. C'est 2,42. Mais tu vois, par exemple, la forme de l'avant-pied d'une chaussure Altra, c'est pas du tout la même que celle, par exemple, d'une New Balance. Et même au sein d'une même marque, tu peux avoir des modèles des gabarits de chaussures qui peuvent être grandement différents. Donc déjà, le point le plus important, c'est d'essayer d'avoir une chaussure où tu aies la place de mettre ton pied. C'est la chaussure qui doit s'adapter à ton pied et pas le pied qui doit s'adapter à ta chaussure. L'avantage des chaussures à semelles plates et dures, c'est que vous bénéficiez d'une meilleure proprioception et que les muscles des pieds vont se mettre à travailler, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous portez des chaussures de running ou avec une semelle qui a plus d'amorti. Dans ces cas-là, le pied est comme coupé du contact avec le sol, tandis que là, au contraire, vous avez une meilleure connexion au sol. Et même pour les genoux et les chevilles, vous bénéficiez de plus de stabilité. En fait, il paraît que porter des chaussures avec trop d'amorti ferait même plus de mal que de bien. La réaction naturelle du corps est de se protéger. Du coup, imaginons que vous ayez à marcher pieds nus sur des graviers, vous allez essayer de mettre le moins de poids possible et d'amortir au maximum pour éviter trop de douleur sous les pieds. Mais si vous mettez des chaussures, vous n'allez pas porter la même attention au gravier. Et bien là, c'est pareil. Si un coureur met des chaussures avec trop d'amorti, alors il fera beaucoup moins attention au poids qu'il mettra dans chaque impact au sol, causant finalement plus de mal que de bien. Des chaussures avec moins d'amorti nous forceront à faire attention aux impacts de chaque foulée et protégeront au final bien plus nos articulations. Alors bien sûr, si vous avez une pathologie spécifique aux pieds, aux mollets ou au tendon d'Achille, ça peut changer la donne. Mais il y a quand même une étude publiée dans The American College of Rheumatology en 2006 qui a démontré que porter des chaussures pourrait augmenter jusqu'à 11,9% la charge et le stress sur les articulations du genou et des hanches. Mais c'était sur des sujets atteints d'arthrose. Du coup, on pourrait se demander quelles pourraient être les répercussions sur des sujets sains. Mais bon, on va quand même pas cracher sur un peu d'amorti, surtout quand on sait que le pied d'un homme de 75 kg supporte un choc de 1125 kg après un dunk au basket. Ça fait quand même un peu réfléchir. Quand on cherche un peu, on se rend compte qu'il y a pas mal d'informations sur les chaussures pour la course à pied notamment. Il existe des chaussures spécialement conçues pour les confirmés, les réguliers et aussi les débutants ou pratiquants occasionnels. En soi, à chaque niveau ça perd. Au-delà de ça, on voit de plus en plus de pratiquants en salle de muscu qui s'entraînent pieds nus. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà fait l'essai. Perso, j'ai déjà essayé et j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je me suis senti beaucoup moins stable et à l'aise qu'avec des chaussures. Quitte à choisir, je préfère largement porter des chaussures avec des semelles très plates. Alors oui, c'est plat et rigide comme le sol au final, mais je sais pas, je me sens plus stable. Et puis j'aime bien le fait qu'il y ait un intermédiaire entre le sol et mes pieds. Mais ça m'interroge quand même, parce qu'on entend souvent que s'entraîner pieds nus, c'est mieux pour le transfert de force et que c'est plus stable, mais sans qu'il y ait vraiment d'études à l'appui. Du coup, j'ai fouiné un peu et j'ai quand même trouvé une étude de 2021 qui est très intéressante. Les chercheurs ont étudié l'effet des chaussures sur le soulevé de terre conventionnel et le soulevé de terre sumo. Avant de commencer l'étude en question, les sujets ont été évalués sur leur 1RM au soulevé de terre conventionnel et au sumo. Au moins 72 heures après, ils ont cette fois-ci réalisé 5 répétitions à 70% de leur max. Plusieurs paramètres ont été étudiés, entre autres le déplacement vertical de la barre et la vitesse de pointe. L'étude a conclu que le temps d'effort de la phase concentrique et le déplacement vertical de la barre
sont plus importants lorsqu'on porte des chaussures. Ces résultats suggèrent que la charge de travail augmente en portant des chaussures pour le soulevé de terre. Donc si vous voulez performer au maximum, alors le mieux serait de vous mettre pieds nus ou en chaussures plates pour effectuer du soulevé de terre. Si jamais vous avez toujours porté des chaussures pour faire de la muscu, dans ces cas-là, allez-y doucement au moment d'essayer pieds nus ou en chaussettes. Intégrez progressivement des séries ou des exercices que vous effectuez pieds nus. Vous risqueriez de vous faire beaucoup plus de mal que de bien en retirant les chaussures du jour au lendemain. Faut dire que nos corps se sont habitués à porter des chaussures depuis petit. Les muscles se sont adaptés au soutien que peut apporter les semelles. En fait, clairement, les pieds sont devenus paresseux parce que les semelles soutiennent la voûte plantaire, ce qui empêche clairement les pieds de travailler par eux-mêmes. C'est aussi pour ça que quand vous êtes pieds nus et que vous essayez de tenir sur un pied en équilibre, ou que je sais pas moi, vous faites un soulevé de terre en unilatéral, vous sentez comme une crampe sous le pied. Et puis en vrai, ça peut être pertinent de travailler avec des chaussures plates, proches du sol, parce que vous allez faire travailler vos pieds qui sont un peu devenus paresseux à cause des semelles qui viennent soutenir la voûte plantaire et qui fait le travail de stabilisation à votre place. Il y a d'ailleurs des médecins qui sont partisans de l'entraînement pieds nus, mais à certaines conditions. Ils recommandent de préparer le terrain en amont en faisant un travail de mobilité et de renforcement au niveau des chevilles et des pieds. Ça permettra d'éviter toute blessure que pourrait causer un changement trop brusque dans l'environnement postural des pieds. Du coup, j'ai demandé à Anthony, notre podologue préféré, et voilà sa réponse. Est-ce que ça peut être intéressant de s'entraîner pieds nus ou en chaussettes? Que ce soit en musculation, que ce soit en course à pied, que ce soit dans les sports d'impact où il y a des déplacements latéraux. Est-ce que ça peut être intéressant? Ça peut toujours être intéressant dans le cadre d'un renforcement du pied. Quelqu'un qui, par exemple, fait du trail ou quelqu'un qui pratique le judo. Donc, en judo, clairement, il est pas chaussé, quoi. Il faut que ses pieds soient forts. Bien sûr que ça va être intéressant de réaliser certains types d'efforts. Par contre, il va falloir savoir les doser. Et il faut surtout savoir si ses pieds sont stables ou pas. Parce que si ses pieds sont pas stables, tu vois, quelqu'un qui demanderait à un patient de courir sur l'avant du pied ou un coureur de courir sur l'avant du pied, alors que quand tu le testes, ses muscles de pied, ils sont pas stables du tout et le mec, il vrille complètement, tu risques de le blesser. Donc, en cabinet, il y a des tests scientifiques qui permettent de savoir ça, mais même de soi-même, simplement essayer de se tenir sur une jambe. Tout bêtement, tu es debout, tu te tiens sur une jambe, tu tends de côté gauche, tu tends de côté droit. Si tu es plutôt stable sur les deux, tu te dis, ouais, ok, là, je vais pouvoir quand même essayer je peux faire quelques exercices, je peux faire une petite séance de 10, 20, 30 minutes. Tu vois, moi, quand je pars en vacances, sud du Portugal, à la plage, j'adore courir pieds nus sur la plage. Et pourtant, moi, j'ai des mollets, je dois pas courir en médio-pied parce que je vais me flinguer. Mais courir 20, 30 minutes, ça fait du bien. Ça va permettre de stimuler un petit peu tes pieds, tu travailles ta stabilité. Par contre, quelqu'un qui n'est incapable de tenir sur une jambe, tu vas pas lui demander de faire des gros efforts là-dessus parce que tu vas le blesser. Donc là, tu vas plutôt essayer de lui renforcer d'abord ses muscles de pied et ses muscles des jambes pour essayer déjà de lui apporter un peu de stabilité. Et là, après, tu vas pouvoir essayer de lui apporter un petit peu de charge supplémentaire, mais en y allant vraiment très progressivement. Après, d'un point de vue sécuritaire, s'entraîner pieds nus demande encore plus de vigilance que lorsqu'on s'entraîne chaussé. On a vite fait de se faire tomber un poids dessus. Donc voilà, si jamais vous décidez de vous entraîner pieds nus, je vous conseillerais de remettre vos chaussures au moment de changer d'exercice. D'ailleurs, dans mes propres salles de sport, j'interdis aux adhérents de se balader en chaussettes dans la salle. C'est une question de sécurité, donc soyez pas surpris si le gérant de votre salle vous dit la même chose un jour. On va refaire un tour du côté des études scientifiques. En 2017, des chercheurs ont étudié l'impact des chaussures d'haltéro sur la cinétique du squat. On a regroupé les 32 participants de l'étude en fonction de leur niveau d'expérience et de leur sexe. Ils ont été évalués sur un squat chargé et un squat sans charge, une fois en portant des chaussures d'haltéro et une fois avec des chaussures dites de fitness. Toutes les mesures ont été réalisées à l'aide de capteurs de mouvement 3D et d'une plaque de force qui mesure la force exercée sur le sol et les résultats sont très intéressants. Les chaussures d'haltéro ont permis une plus grande flexion de genoux sur le squat chargé comparé aux chaussures de fitness. Et en plus de ça, un buste plus redressé sur le squat sans charge. Bon, jusque-là, rien de nouveau, puisque c'est pour ça qu'on utilise des chaussures d'haltéro. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que le groupe expérimenté a bénéficié d'une meilleure flexion de hanche et de genoux avec les chaussures d'haltéro, même sur un squat sans charge, comparé aux novices. Concrètement, ça veut dire que porter les bonnes chaussures, ça aide, mais j'aurais tendance à dire que si vous êtes débutant, vous n'aurez peut-être pas besoin de chaussures ultra performantes, parce qu'il faudra d'abord améliorer votre schéma corporel pour réaliser correctement un mouvement. Et si vous n'avez pas conscience de votre capacité d'amplitude de flexion de hanche et de genou, alors il sera difficile pour vous de profiter des avantages de la chaussure d'haltéro. En fait, je dirais que les chaussures d'haltéro vous permettront d'aller plus loin dans votre pratique, mais dans un premier temps, entraînez-vous sans aide supplémentaire. Et puis le problème de ces chaussures, c'est qu'elles remplacent un peu le besoin naturel de souplesse et de mobilité des orteils, des pieds et des chevilles. Du coup, en ce qui concerne les chaussures d'haltéro, certes, elles vont apporter une certaine mobilité, mais à long terme, ça pourrait poser problème le jour où vous ne les portez pas. Perso, même si j'ai une paire de chaussures d'haltéro, je suis capable de faire un squat de la même qualité, sans chaussures et sans avoir besoin d'écarter les jambes à outrance. Au-delà de ça, on va pas se mentir,
Les chaussures, c'est aussi un monde très marketing où on nous poussera toujours à acheter la dernière paire à la mode parce qu'elle est plus performante ou juste plus jolie que la précédente. Des marques mainstream comme Nike, Adidas ou encore Reebok proposent beaucoup de chaussures très différentes en fonction de l'activité. Je suis allé voir un peu sur leur site les chaussures qu'ils proposaient dans les gammes training et fitness et honnêtement, c'est tout le temps les mêmes termes qui reviennent. Stabilité, maintien, soutien. Donc je pense qu'il y a quand même une part assez subjective dans le choix des chaussures à partir du moment où elles offrent plus ou moins les mêmes fonctionnalités. En fait, ça va dépendre de comment vous vous sentez dans les chaussures en question. Si je vous dis Eliot Kipchoge, ça vous parle? Désolé si j'écorche son nom. Au 42 km à Vienne en 2020, il a été le premier athlète à passer sous la barre des 2 heures pour un marathon. Il y avait toute une polémique autour du dopage technologique parce que ce marathonien portait un nouveau modèle de chaussures Nike et ces nouvelles chaussures ont une lame de carbone dans la semelle qui permet de restituer l'énergie à chaque appui, un petit peu comme un ressort en fait. Du coup, cette technologie permet aux coureurs d'économiser de l'énergie, favoriser l'amélioration des performances et garantit aussi un certain confort. On peut se dire que si la semelle de carbone est vraiment efficace en course de fond, avec pour le coup de très nombreux impacts sur 42 km, alors il se peut qu'elle soit efficace sur du fractionné également. Mais étant donné que sur du fractionné, vous avez beaucoup plus de déplacements latéraux, il faudra quand même des chaussures qui pourront soutenir les efforts de la cheville. Ok, un petit récapitulatif s'impose, parce que j'avoue, ça fait beaucoup d'infos à digérer. La taille des chaussures va varier en fonction des marques. Il est préférable de choisir ces chaussures en milieu ou fin de journée pour prendre en compte le gonflement des pieds. Ensuite, les chaussures doivent être adaptées à votre niveau de performance et à l'activité que vous pratiquez. Enfin, si vous décidez de vous entraîner pieds nus, allez-y progressivement pour éviter les risques de blessures. Et puis petit bonus, les chaussures plates ne sont pas forcément à bannir en musculation. Au final, vous l'avez vu, le choix des chaussures, c'est un peu comme la muscu. Ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une solution pour tous, donc ce que je vous encourage à faire, c'est de tester différentes paires et à partir de vos sensations, affiner votre choix au fur et à mesure. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé sur ce sujet. C'était une vidéo pleine de bonnes infos, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.